On va, sur cette première présentation, finalement faire un retour d'expérience quasiment de la crise sanitaire et de son impact sur la recherche clinique sur le médicament, et au-delà, ce qu'elle pourrait éventuellement permettre d'apporter à la recherche clinique sur le médicament tout court. Alors voilà, c'est pas une surprise, hein, tout le monde connaît bien l'état des lieux en matière de recherche sur la Covid. Ça a été une période fortement active, certainement avec des efforts de recherche clinique sans précédent. Malheureusement, et ce dans le monde entier, mais particulièrement bien sûr dans les pays occidentaux, avec malheureusement sans doute aussi une forte redondance de travaux de recherche sur cette figure qui a été publiée courant 2021 dans la revue Nature. Vous avez par exemple quelques molécules phares, non pas parce qu'elles sont particulièrement efficaces, mais parce qu'elles ont été particulièrement évaluées, parfois très mal évaluées pour rien. Et in fine, même après avoir été évaluées correctement, encore aujourd'hui, on entend parler d'hydroxychloroquine et on voit traîner des ordonnances d'hydroxychloroquine, ce qui est quand même assez dramatique. Et puis, je reviendrai tout à l'heure, il y a l'exemple anglais d'un grand essai de plateforme qui finalement en 2 ans a permis de démontrer l'efficacité de la dexaméthasone et puis a permis de barrer de la liste un certain nombre de médicaments progressivement au fil du temps. Alors, au regard de tout ça, on a émis une première série de recommandations avec notamment le besoin en période de crise sanitaire majeure comme celle que nous avons vécue et que nous vivons encore, il faut le dire, eh bien de disposer d'un outil de coordination nationale en cas de crise, un outil qui permet de piloter les activités de recherche, mais pas seulement d'ailleurs de recherche clinique, hein, aussi la recherche en amont sur des données plus fondamentales, d'optimiser les ressources, avec des interfaces de gouvernance à mettre en place avec les régions. Le problème est sans doute de trouver le bon échelon régional qui puisse permettre le pilotage au niveau des régions en mettant à l'interface les structures de recherche universitaires ou des EPST de type INSERM, CNRS, mais aussi les hôpitaux. Et dans le but de planifier à court, moyen et long terme les actions nécessaires pour limiter les impacts immédiats de telles crises et en prévenir les conséquences à plus long terme. Et vous savez que sur un certain nombre d'aspects, on est encore dans le doute sur les conséquences à long terme. Alors dans ce contexte, Yazdan, tout à l'heure, nous présentera quelle est la stratégie de la NRS Milieu, puisque forcément, une attitude importante, ou en tout cas un poids décisionnel et organisationnel important est laissé aujourd'hui à la NRS Milieu sur ces sujets. Yazdan nous expliquera plus précisément ce qu'il en est. Il y a des problèmes un peu différents d'approche méthodologique de la recherche, hein, l'issue d'essais de mauvaise qualité, le développement de grands essais de plateforme que, à part en cancérologie, finalement, on connaissait assez peu, les problèmes de l'acculturation des médecins en général à la recherche clinique et à ses modalités méthodologiques, et au-delà de ça, aux agences d'évaluation qui ont eu un rôle aussi important à tenir ces derniers mois dans l'autorisation précoce d'un certain nombre de médicaments, hein, ça a été rappelé ce matin, avec aussi et certainement la nécessité quand même si c'est fortement discuté, de préserver la place à de petits essais, de preuves de concept, pour valider finalement sur des critères intermédiaires le plus souvent la validité d'une approche thérapeutique ou d'une approche de recherche. Alors concernant la méthodologie, là je prends ma casquette de président de la SFPT, il y a eu un gros travail qui a été effectué ces dernières semaines, qui a abouti à la publication d'un livre blanc de la méthodologie. Je vous invite à aller le consulter. C'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir, rêvé de savoir sur la méthodologie des essais, de A à Z, voire au-delà. C'est un travail absolument, je pense, remarquable. Deuxième point, la période a nécessité l'optimisation des activités de recherche. Et on a vu survenir quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant, une optimisation majeure, une accélération majeure du processus d'autorisation des essais, et de manière fluide. C'est à la fois plus rapide et plus fluide que ce qui était connu jusque-là. On décrit à la NSM et au CPP leur travail très long et leur retard, et dans la crise, tout s'est accéléré. Alors un outil qui s'est mis en place en deuxième partie, disons au moment de la deuxième année de la crise, le CAPNet, un outil, un pilotage national de priorisation des recherches, avec l'attribution d'un label de priorisation nationale, mais aussi parfois directement de financement,
avec des avantages et des inconvénients, les différentes institutions y participant, ayant eu parfois quelques désaccords. Et puis, un troisième point aussi, c'est là plus un regret pour partie, c'est que finalement, la mise en œuvre de recherche clinique en médecine ambulatoire, voire en soins premiers, avec une application des médecins généralistes, reste à consolider, était plus difficile, même si l'étude Coverage, que vous connaissez sans doute, a publié un papier là très récemment sur le budesonide. Néanmoins, ça a quand même été une opération difficile. Il y a eu d'autres opérations régionales de recherche ambulatoire qui n'ont pas forcément été des succès. La question, c'est comment faire mieux la prochaine fois, ou en tout cas même dans les mois qui viennent, et y compris au-delà du Covid, puisqu'il n'y a pas que le Covid comme objectif de recherche. Donc avec des liens ville-hôpital à remanier, il y a des structures existantes, notamment des maisons de santé, qui sont parfois même des maisons de santé universitarisées, avec des maîtres de stage de médecine générale qui ont un statut universitaire. La possibilité, c'est Bruno Laviole tout à l'heure qui nous en parlera, de développer éventuellement des unités mobiles de recherche clinique. Donc des enjeux de formation, des enjeux de financement. L'État a lancé l'an dernier, au mois d'août de l'an dernier, un appel d'offres de financement de recherche en soins premiers qui serait reconduit cette année. Donc on verra comment les choses peuvent évoluer de ce côté-là. Deuxième série de recommandations, CapNet, à maintenir, en tout cas comme mesure exceptionnelle de crise, mais avec peut-être un peu plus de transparence pour ceux qui n'ont pas eu la chance, l'opportunité d'avoir un label de priorité nationale sur un certain nombre de travaux. Le désir de tous, bien au-delà de la Covid, de capitaliser sur la fluidité des processus réglementaires, ne pas retomber dans les travers antérieurs. Quand on peut avoir un CPP en 15 jours pour un protocole de recherche, là où il faut parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour aboutir finalement à une décision, tout le monde en rêve pour tous les sujets, mais ça nécessite sans doute d'augmenter les moyens de manière substantielle. Et puis enfin, mettre en place un environnement qui puisse faciliter la recherche en médecine ambulatoire. Il y a beaucoup à faire. Vous avez sans doute vu passer très récemment un projet de loi rédigé par le Sénat sur des éléments qui permettraient de faciliter les essais cliniques en ambulatoire. On verra ce que ça viendra, ce type d'idées qui sont finalement récurrentes et mises sur le devant de la scène assez régulièrement. Autre aspect de cette crise, l'obligation finalement, compte tenu notamment des périodes de confinement, de passer à des approches digitalisées à distance. Alors ça, on est super fort maintenant sur à distance, en tout cas pour un certain nombre de nos interactions, un peu moins pour gérer les essais cliniques, et puis aussi des besoins de décentraliser certains aspects de la recherche avec un effet catalyseur de la pandémie. Alors bien sûr, la crise a notamment obligé, du fait du confinement, à adapter certaines modalités de déploiement et de suivi des recherches. Les uns et les autres ont su faire preuve d'inventivité pour continuer à maintenir les patients dans les essais qui étaient en cours hors Covid, afin d'amener les traitements notamment à domicile et d'améliorer le suivi à domicile. Néanmoins, la réglementation reste sans doute relativement inadaptée, avec un besoin finalement de concertation académique, privée et établissement de recherche pour favoriser l'accès précoce aux innovations thérapeutiques pour les patients, en délocalisant certainement un certain nombre d'essais à proximité des patients. Donc, troisième salve de recommandations, faire évoluer le cadre réglementaire juridique, notamment pour ce qui est du monitoring. La CNIL avait commis un document permettant le monitoring à distance, mais qui était restreint à un certain cadre. Il y a certainement besoin d'aller plus loin, mais il y a des freins purement législatifs qui conviennent d'être levés. Il y a des freins techniques, c'est-à-dire le partage de données avec des tiers nécessite des systèmes sécurisés, éventuellement des espaces de stockage dits miroirs, pour que éventuellement un moniteur puisse accéder aux données de santé de patients inclus dans un essai et suivis dans un hôpital, par exemple, avec par ailleurs des problématiques de responsabilité qui sont à éclaircir. On a vu pour l'un ou l'autre des essais qui ont été déployés. J'ai souvenir notamment de l'un des essais de vaccins, que des prestataires infirmiers privés intervenaient à domicile
et le promoteur désirait que cela se fasse sous la responsabilité de l'investigateur hospitalier, ce qui est quand même un petit peu compliqué et discutable. Donc il y a des choses à éclaircir dans ce domaine. Les financements, alors bien sûr, participation des industriels, mais qui s'est faite essentiellement soit directement pour leurs essais, soit indirectement à travers le don, entre guillemets, de la fourniture de molécules. On l'a vu pour le remdesivir, pour le tocilizumab notamment. Et puis, la participation financière aussi de quelques biotech, mais de plus petite taille, donc moins visible. Pour ce qui est des financements publics, on considère les chiffres qui peuvent être à peu près officiels sur les rapports qui ont été rédigés, que 500 millions d'euros environ ont été mis à disposition à travers les différents outils de financement. On a eu un ANR Covid spécifique, un PHRC Covid en 2020. Il y a surtout des actions du BPI qui étaient des financements complémentaires à ceux d'industriels. Et puis le CAPNet attribué, je vous l'ai dit tout à l'heure, directement éventuellement des financements, ce qui est encore possible aujourd'hui. Mais ces modalités d'attribution financière, finalement, notamment par le CAPNet, méritent peut-être d'être un peu plus éclairées pour les demandeurs potentiels, afin que les conditions soient les plus transparentes possibles. Il y a bien sûr eu des initiatives locales. Bon, la PHP a réussi à mobiliser de manière importante des fonds privés pour des actions de recherche, mais aussi d'aide aux soins et notamment à une période où il était difficile d'avoir des masques et différents équipements. Ça a certainement contribué à améliorer la qualité des soins dans ce contexte. Alors, je vais citer l'exemple de Lille, tant qu'à faire, puisque je suis lillois, autant le faire. Et puis, ça permettra de mettre à l'honneur Régis Bordet par ailleurs, puisque l'ICIT, dont Régis était le directeur général jusqu'à la fin de l'année dernière, a dégagé une enveloppe de 2 millions d'euros spécifiquement pour l'ensemble des actions liées à la recherche Covid ou au Covid en général, ce qui a été quand même une énorme bouffée d'oxygène, notamment pour l'ensemble des équipes médicales du CHU qui avaient des projets de recherche pour lesquels ils avaient besoin de financement. Alors les circuits financiers, de toute façon, c'est pas parce que c'était la crise sanitaire que c'était plus facile, ça reste toujours un peu compliqué, et il y a certainement beaucoup à faire pour faciliter les circuits financiers entre les institutions. Vous savez globalement que la plupart des essais cliniques qui sont conduits à l'hôpital sont faits et ne sont rémunérés qu'une fois qu'ils sont faits. Alors c'est le cas pour les essais industriels pour l'essentiel, mais c'est aussi le cas pour la plupart des financements publics qui aujourd'hui ne sont donnés que si l'activité a été réalisée. Le PHRC, on a des petits morceaux par étape, mais de toute façon, on ne récupère l'intégralité du financement que si la recherche arrive à son terme, quel que soit finalement l'usage et le montant des financements engagés préalablement. Quatrième salve de recommandations. Et là, c'est fait, mais Yazdan va nous expliquer ça dans quelques minutes. Doter la NRSMUE de fonds dédiés et de la capacité à générer des appels d'offres en cas de crise. Bon, il y a notamment un PEPR de 80 millions d'euros qui a été attribué à la NRS, mais je pense que Yazdan en parlera. Développer des outils de financement spécifiques. Alors, il y a certainement à développer encore, Monsieur Dantonel, je ne sais pas s'il est présent ou s'il sera présent tout à l'heure, des outils comme BPI France. Yazdan, alors je déflore carrément la présentation de Yazdan. Il va y avoir un PHRC MIE, mais c'est parce que je l'ai entendu ailleurs, c'est pour ça que un PHRC MIE qui va être développé. Il faut sans doute repenser, optimiser les flux de finances publiques dédiés à la recherche, y compris en dehors des crises sanitaires, mais ça, c'est un vaste sujet. Améliorer les financements pérennes des structures de recherche clinique publique et à visée non lucrative pour faciliter la réactivité. Et là, je prends une autre casquette qui est celle de la coordination nationale des CIC français. Je pense que grâce au CIC, on a pu assez rapidement contribuer à l'effort de recherche national, que ce soit sur la cohorte nationale French Cohort Covid, que ce soit à travers Covir-Ivac, le réseau de vaccinologie qui s'est mis en place rapidement, et l'ensemble ayant contribué à une réponse à la fois sanitaire et de recherche spécifique à cette maladie émergente. Et puis, il y a la question de
l'agence Innovation en Santé, qu'est-ce qu'elle sera capable de faire pour nous dans les prochains mois et prochaines années? Eh bien, on peut l'espérer, en tout cas, de simplifier le système. Alors, encore deux points pour terminer, quelques enjeux locaux et nationaux. Des difficultés, alors tous ceux qui ont été confrontés directement à cet exercice savent combien la gestion des ressources humaines en temps de crise sanitaire est compliquée. C'est vrai pour le soin, de manière certainement dramatique, mais c'est vrai aussi pour la recherche. C'est-à-dire qu'on a dû réorganiser totalement les activités des personnels de recherche pour pouvoir répondre justement à des besoins d'investigation nouveaux, tout en préservant, dans la mesure du possible, les investigations en cours, notamment dans les pathologies où, par exemple, le cancer, il était difficile d'arrêter abruptement les essais en cours. Les CIC, j'en ai parlé. En termes de monitoring, il y a eu des efforts entre les promoteurs académiques pour faire des monitorings croisés. Mais là aussi, ce n'est pas des choses qui s'organisent si facilement que ça. Et puis, peu ou prou, dans beaucoup d'établissements publics et de CHU, on a fait de l'optimisation des projets. C'est-à-dire qu'au CHU de Lille, par exemple, il pouvait y avoir 80 projets différents. Eh bien, on a fait entrer au moins 25 ou 30 projets différents dans un seul projet. Ça veut dire une seule autorisation. Et après, il faut mettre d'accord les 25 collègues sur le CRF, sur les modalités d'attribution des finances, etc. J'en passe et des meilleurs. Alors, communication, on pourrait y passer l'après-midi. Alors, Mathieu est un grand spécialiste de la communication Covid, mais est-ce qu'on communique juste ou on fait juste communiquer? Vous savez qu'il y a eu quelques chaînes YouTube qui restent très actives et qui sont très personnalisées, si je puis dire. On a connu les résultats des essais promoteurs académiques ou industriels d'abord dans la presse avant de les connaître dans les revues médicales. Alors, il y a les besoins d'urgence et puis il y a les besoins de communication, mais ça vient quand même mettre un peu le bazar dans la population et chez les collègues non spécialistes. Il y a eu des initiatives particulières pour essayer de débusquer les fake news, entre guillemets. Alors l'INSERM, Hélène Espérou l'a rappelé ce matin. Au LEM, il y avait aussi une plateforme d'information dédiée au Covid. Et puis, je ne peux, là encore, en reprenant ma casquette de président de la SFPT, que souligner l'énorme travail qui a été fait par les collègues impliqués dans le système pharmacovig et notamment l'ensemble des internes qui sont passés dans les structures et qui ont participé à ce système de questions-réponses sur médicaments et Covid, dont on pensait que ça n'allait durer que 3 mois. On a fêté les 2 ans le 17 mars dernier, et c'est un site qui reste très, très, très consulté et très, très utilisé. 5e salve de recommandations, développer des plans blancs recherche à l'image des plans blancs de soins pour pouvoir réorganiser rapidement les personnes, soutenir, pérenniser les initiatives de vulgarisation et travailler à des plans de communication plus pertinents. Alors j'ai presque terminé. Les enjeux internationaux, il ne faut pas oublier la France en Europe notamment. La problématique que j'avais illustrée en introduction de la redondance des essais, parfois d'essais tous azimuts, avec des stratégies internationales peu opérantes et surtout peu coopérantes, avec un choix particulier du Royaume-Uni de faire un seul essai, mais qui est un essai de plateforme dans lequel on peut ajouter au fil du temps des nouvelles molécules et en retirer celles qui n'ont pas montré d'intérêt ou qui éventuellement étaient efficaces. Il y a probablement, mais il faudrait analyser ça de manière plus fine, bien sûr un choix politique, mais aussi une structuration du système de santé britannique qui est quand même très différent de la nôtre. L'absence de pilotage et de financement commun, notamment à l'échelle européenne, sauf dans une deuxième phase peut-être, mais en tout cas initialement, il n'y avait pas de concorde européenne sur le développement de financement. Et puis, même s'il y a eu BPI France, peut-être que les partenariats publics-privés pourraient être encore meilleurs qu'ils ne l'ont été. Et puis un dernier point, et ça dépasse largement la Covid, c'est le problème du partage des données et de l'ouverture des bases de données issues des travaux de recherche clinique. Il y a beaucoup de réticences. Paradoxalement, c'est parfois les promoteurs publics et académiques qui sont plus réticents que les promoteurs privés. Il y a pourtant des outils qui permettraient facilement de sortir des données même en grand volume qui ont été développés à l'échelon de beaucoup de nos CHU et puis
aussi en partie à l'échelon national. Et de l'autre côté, il y a des acteurs privés qui sont très, très agressifs au sens propre du terme, qui réussissent à se connecter à des grands hôpitaux, à y récupérer des grandes masses de données et à les valoriser sous forme de publications. Trinetics, par exemple, vous n'avez qu'à taper Trinetics sur PubMed et vous verrez, il y a au moins une quinzaine de papiers sur la Covid qui ont été publiés, de qualité parfois discutable, néanmoins, c'est des données qui existent. Donc, pour terminer, mise en place d'une task force européenne en cas de crise sanitaire, voilà, à voir. L'infrastructure européenne qui est censée aider au développement d'essais cliniques européens, ECRA, on ne l'a pas beaucoup entendu, il faudrait peut-être soit renforcer son action, soit revoir, le cas échéant, son utilité, renforcement des partenariats publics-privés et un travail de longue haleine, éclaircir les obligations relatives au partage de données. Donc en conclusion, on a vécu et on vit encore une situation exceptionnelle où le meilleur côtoie le pire quotidiennement, avec quand même des avancées significatives et très rapides. Qui aurait pu penser qu'en moins d'un an, on puisse avoir un vaccin disponible pour l'ensemble de la planète ou presque. Et donc, il faut utiliser cette crise pour en faire un levier pour les futures recherches. Je remercie à nouveau l'ensemble des participants à la table ronde, et puis un outil qui est devenu un outil de notre quotidien et qui a été fort utile pour gérer les réunions à distance. Voilà, merci.